Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que c'est ma manière de travailler, pourquoi j'appelle ça la psychothérapie humaniste. Je ne vais pas vous définir le grand courant humaniste avec toutes les thérapies qui existent à l'intérieur, d'abord parce que ce serait un peu fastidieux et probablement très ennuyeux pour vous, mais je vais juste vous dire pourquoi je pratique selon ce type d'approche et surtout qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Précision à faire. Donc, j'ai été formé à l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers, qui est pour moi une, une approche vraiment formidable. En tout cas, elle me parle énormément de ma manière de faire avec les autres, ce qui fait que je m'y retrouve complètement. Et c'est comme ça que je pratique depuis 5 ans. Alors, pourquoi c'est plus humaniste que d'autres manières de faire? Je vais repartir du problème de base, en fait. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on est en thérapie? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la source du fait qu'on ne se sent pas bien et surtout qu'on ne sait pas comment se sentir mieux, comment aller mieux? Puisque finalement, ce qui nous fait venir parler avec quelqu'un, comme on dit, c'est parce que tout seul, on ne s'en sort pas. On voit bien qu'il y a un problème. On ne sait pas toujours exactement à quel endroit où il est. Bon, des fois, on sait. Hein. Voilà, j'ai un problème avec telle personne, avec mon mari, avec ma soeur, avec ma fille, avec mon fils, peu importe. Mais on ne sait pas toujours dire d'où ça vient et surtout, on ne sait pas comment régler le problème. Et c'est bien là la question. Si on ne sait pas comment régler le problème, c'est qu'à un endroit de nous, on a perdu le contact avec les ressources, j'appelle ça nos boussoles intérieures, quoi, hein, avec les ressources qui nous permettent de sentir ce qui se passe, de sentir ce qui est bien pour nous, ce qui n'est pas bien pour nous, et puis de prendre des décisions en fonction de ça. Alors des fois, on le sait bien, hein, on se le dit dans un coin de nous-mêmes, mais on n'ose pas trop le dire, ou alors on n'ose pas le faire, le mettre en œuvre. Pourquoi il se passe ça en fait? Comment on en vient à ça finalement? Alors que on pourrait se dire qu'on a finalement, si on sait ce qu'il faut faire, pourquoi on n'arrive pas à le faire? Et bien pour ça, il faut repartir à ce qui se passe entre l'enfance et l'âge adulte. Quand on est tout petit, c'est hyper simple. On a une boussole intérieure qui est basique et qui marche tout le temps, qui s'appelle le j'aime pas. J'aime pas, c'est hyper facile à comprendre, hein. Vous prenez un bébé, vous lui mettez dans la bouche une cuillère d'un truc à manger. Et bien, s'il aime, il va gazouiller, il va être tout content, ça va se voir dans ses yeux, sur son visage, il va être tout content, il va en redemander, il va rapprocher la bouche, ou il va essayer d'attraper la cuillère, ou il va mettre les mains dans le plat, enfin bref, il va faire un truc qui nous fait comprendre qu'il aime. Et s'il aime pas, alors là c'est facile à voir aussi, il va cracher. Bah, et ça fait pas un pli, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de j'aime pas trop mais c'est pas trop mal, ou oui c'est bizarre, ou c'est si. Non, en fait il aime pas, il crache quoi. Il aime pas, il pousse l'assiette, il pleure, bon, on voit qu'il aime pas. Et ben ce j'aime pas, on l'a tous en nous. Mais en fait il s'arrête jamais, il parle tout le temps. C'est juste qu'on arrête des fois de l'écouter, voire qu'on le pirate, c'est-à-dire qu'on intègre des trucs qui viennent pas de nous à ce j'aime pas. Mais pourquoi on fait ça en fait? Eh bien, c'est facile à comprendre. Quand vous avez vos parents qui vous disent qu'un truc que vous aimez, c'est nul. Et ils vous le disent tout le temps. Par exemple, je dis n'importe quoi. Un exemple, j'aime écouter du hard rock le soir avant de m'endormir. Ah mais c'est votre mère vous dit bah non, tu vas pas écouter du hard rock avant de t'endormir, ça va t'exciter, tu vas pas pouvoir dormir comme il faut, donc arrête d'écouter du hard rock avant de t'endormir. Et à cet endroit, vous allez écouter ce qu'elle dit, soit parce qu'elle l'impose par la soumission, soit parce que pour vous c'est une personne de référence et qu'elle sait ce qu'elle dit, et comme c'est votre maman, elle sait forcément mieux que vous. Et bien le problème c'est que petit à petit ce mécanisme va s'amplifier. Et on va perdre le contact avec ce qui est naturel pour nous, qui on s'aperçoit par l'expérience que c'est comme ça que ça marche pour nous. Et ben non, en fait on va se mettre à essayer de fonctionner comme les autres pensent qu'il faut qu'on fonctionne. Et ce mécanisme va s'amplifier énormément à l'adolescence avec les autres. Les copains, les copines, les groupes, les gens qui sont cool, il faut faire comme eux pour être cool. Mais pourquoi on fait ça? Toujours cette question, pourquoi on fait ça? Eh ben, je vous le donne en mille, pour que les autres nous aiment. Si on n'essaye pas de faire comme ils disent qu'il faut faire, alors on a peur qu'ils nous aiment plus. Par exemple, nos parents.
Si on continue d'aimer les choses que eux n'aiment pas, eh ben on a peur qu'ils nous rejettent. On a peur qu'ils nous aiment, qu'ils nous trouvent moins intéressants comme enfants. Si on ne correspond pas à ce qu'ils attendent de nous, alors on se dit qu'ils vont plus nous aimer, qu'ils vont être trop déçus. Du coup, on en vient à modifier ce regard ou cette réaction spontanée qui est à l'intérieur de nous, hein, qui dit bah, ça j'aime ou ça j'aime pas, j'ai envie de ça ou j'ai pas envie de ça, ben on le modifie, on le pirate. Et des fois on va même très loin puisque on arrive tellement à se convaincre qu'on n'entend plus du tout notre vrai j'aime, j'aime pas. Avec le temps vont venir s'ajouter les conjoints, les partenaires amoureux, les femmes, les hommes avec qui on va passer du temps, avec qui on va se marier, avec qui on va avoir des enfants. Il y aura leur famille, les beaux-parents avec qui on va essayer aussi de nouer des relations. Donc tout ce beau monde crée un système de pensée hyper complexe parfois, dans lequel on intègre les valeurs et la façon de voir le monde de beaucoup de gens et on essaye d'y correspondre pour être apprécié de toutes ces personnes. Et tout ça va falsifier, va pirater, va brouiller, va parasiter complètement notre propre boussole intérieure. C'est ainsi que, parfois, j'ai des personnes qui viennent me voir, qui ont peu importe l'âge qu'elles ont, hein, mais alors voilà, on va prendre par exemple une personne qui a 50 ans, qui vient me voir en disant bah, je comprends pas ce qui m'arrive. Enfin bon sang, j'ai tout pour être bien. J'ai une belle maison, j'ai une femme avec qui je m'entends plutôt bien, j'ai des enfants dont je suis fier, qui réussissent à l'école, j'ai un métier dans lequel j'ai beaucoup de collègues qui m'apprécient, je gagne beaucoup d'argent, je gère beaucoup de choses, et pourtant, je me sens pas heureux. Je me sens, je sais pas, il y a un truc qui me manque, il y a un truc qui me va pas. Démarre alors une quête qui consiste pour la personne à se rapprocher de plus en plus de son j'aime, j'aime pas, et à revisiter sa vie à la lumière, non pas du filtre de ce qu'il faut avoir fait pour réussir, de ce que les autres ont dit qui était bien de faire, ou du regard que portent ses parents ou sa femme sur cette âme qui vient me voir. Et en fait, quand il va revisiter toute sa vie, il va s'apercevoir de toutes les choses qu'il a faites au nom du j'aime, j'aime pas des autres, de tout ce qui renvoyait une image pour les autres positive de lui, de tout ce qu'il a fait pour qu'on dise que c'est quelqu'un de bien. Mais tout ce qu'il a fait selon son désir, selon son j'aime, j'aime pas, eh bien, il va le revisiter aussi. Et comme par hasard, par l'expérience, il va s'apercevoir que tout ce qu'il a fait selon son j'aime, j'aime pas à lui est beaucoup plus satisfaisant, lui apporte beaucoup plus de satisfaction, le rend beaucoup plus heureux que tout ce qu'il a fait selon le j'aime, j'aime pas des autres. Et l'objectif dans la vie, en tout cas, enfin, non, c'est un peu trop généraliste de dire ça, je vais le dire plutôt d'une manière en lien avec la thérapie. L'objectif, quand j'accompagne quelqu'un qui vient me voir parce qu'il souffre d'une situation, mon objectif c'est de l'aider à retrouver ce j'aime, j'aime pas. De quoi j'ai envie moi en fait, au fond de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui n'en a pas? Qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je ne désire pas? Mais celui qui est en moi et pas celui des autres, pas ce qu'on me dit qui est bien, pas ce qu'on me dit qu'il faut faire. Alors vous aurez compris, enfin si vous m'avez suivi jusque-là, vous allez comprendre pourquoi il est inenvisageable, pour moi en tant que thérapeute, de dire à la personne qui vient me voir, à sa place, ce qu'il faut qu'elle fasse. Vous vous rendez compte? Je prétends l'aider à retrouver son j'aime, j'aime pas, et je lui dirai, à sa place, hein, ce qu'il faut qu'elle fasse, ce qu'il faut qu'elle aime, ce qu'il faut qu'elle désire. Je risque pas de le savoir. Il n'y a qu'elle qui peut le savoir. Sa boussole intérieure, il n'y a qu'à l'intérieur d'elle qu'elle parle. Pour savoir ce qu'il faut à cette personne que j'écoute pour être plus heureuse, il faudrait que je sois elle. Et en fait, je ne suis pas elle, je suis toujours moi. Et même si je mets en œuvre le plus d'empathie possible pour comprendre le plus possible cette personne, comme si je regardais le monde à travers ses yeux, je n'en reste pas moins toujours un étranger, je n'en reste pas moins toujours quelqu'un d'autre. Donc, un des éléments fondateurs de mon approche thérapeutique et des approches humanistes en général et surtout de l'approche de Carl Rogers, c'est que le thérapeute ne se met pas en position de savoir mieux que la personne ce qu'il lui faut pour être bien.
Et ça, croyez-moi, ça change énormément de choses. Quand vous venez voir quelqu'un qui vous écoute, mais qui ne vous dit pas ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien à votre place, qui ne vous juge jamais et qui vous aide à vous poser des questions qui vous permettent de retrouver le chemin du j'aime pas, alors vous allez pouvoir observer un double effet. J'appelle ça le double effet qui se coule. C'est un peu rigolo de le dire comme ça, mais le premier effet qui se coule, c'est d'abord que vous allez retrouver une vision plus claire sur ce qui se passe dans votre vie. Vous allez comprendre beaucoup plus clairement ce qui ne vous va pas, le diagnostic que vous allez poser vous-même sur votre vie et sur le problème que vous ressentez ou les problèmes que vous traversez, il sera beaucoup plus il aura beaucoup plus de sens pour vous que si quelqu'un d'autre l'établissait à votre place, que si je posais moi-même mon regard sur votre vie en disant c'est ça qui ne vous va pas dans votre vie. Enfin voilà. Donc ça aura beaucoup plus de sens, vous en serez beaucoup plus convaincu, vous allez voir avec beaucoup plus d'évidence ce qu'il faut que vous fassiez pour changer ça, pour améliorer les choses. Et surtout, le deuxième effet qui se coule, c'est que vous allez prendre confiance en vous. La confiance en vous sera améliorée par le fait que vous serez beaucoup plus convaincu des choses que vous pensez et que vous ressentez et des décisions que vous prenez pour mettre en œuvre les changements auxquels vous aspirez. Et ça, c'est pour moi, c'est ma quête du Graal, c'est-à-dire c'est ce qui me touche énormément chaque fois que ça se passe en thérapie avec quelqu'un, c'est mon véritable objectif. Redonner à la personne qui vient me voir toutes les manettes dans ses mains. Toutes les manettes qu'elle a en elle, hein. C'est pas moi qui lui crée des nouvelles manettes, c'est juste de lui réapprendre ou de l'aider à retrouver le chemin de sa boussole intérieure, de l'écouter, d'avoir confiance en elle et d'avoir confiance en ce qu'elle fait dans sa vie. Et chaque fois que je suis le témoin de ces processus de changement et de la personne à quel point elle regrandit à partir d'elle-même, qu'elle se redéveloppe à partir d'elle-même sans ajout de quoi que ce soit de l'extérieur, alors c'est vraiment, c'est très émouvant. Voilà, donc je pourrais vous parler des heures de la thérapie humaniste et je pourrais vous parler des heures en théorie, de tout comment ça marche, l'approche centrée sur la personne, mais je crois que c'est comme ça que j'avais envie de le résumer en quelques mots. Aider les gens à retrouver le chemin de leurs ressources intérieures, à les écouter, à déparasiter, à se débarrasser de toutes les choses qu'ils ont intégrées qui n'ont pas vraiment de sens pour eux, et surtout de faire l'expérience que les gens peuvent les aimer comme ça, et qu'ils ne sont pas du tout forcés de se conformer aux autres pour recevoir de l'amour. Voilà, alors cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a intéressé, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.